Salut à tous, bienvenue sur Liberty Records, la chaîne de l'information citoyenne. Aujourd'hui, je reçois Vulgadroit. Bienvenue à toi, Vulgadroit. Bonjour et merci de m'accueillir sur ton émission, c'est un plaisir. Ça me fait très plaisir de te recevoir. Je t'ai invité aujourd'hui suite à ma dernière vidéo que j'avais faite sur l'entrepôt, qui est un centre de collecte de données de surveillance de la DGSE. Je vous mettrai le lien dans la description. J'avais vu que sur ta chaîne, tu publiais régulièrement de l'actualité juridique et que tu avais parlé des lois sur le renseignement. Alors est-ce que tu peux te présenter et nous en dire un peu plus sur toi et sur ta chaîne? Bonjour tout le monde, je m'appelle Mathieu dans la réalité. Après au niveau des pseudos, vous pouvez m'appeler soit MattDEH, soit Vulgadroit, c'est comme vous voulez. Le but de ma chaîne, c'est, comme tu l'as très bien expliqué, c'est de faire de l'actualité, autour du droit, donc du coup de l'actualité juridique. Le but, c'est de vous présenter, quels sont les textes de loi qui sont actuellement en discussion, devant le parlement. On peut parler aussi, on va dire des textes qui exécutent les lois, donc notamment les décrets, les arrêtés. Ça, c'est si j'ai un peu le temps. Mhm. Et à côté, je traite aussi de l'actualité autour des décisions de justice et plus particulièrement les décisions qui sont rendues par le Conseil d'État. Voilà. Et est-ce que c'est ton métier du coup? Tu travailles dans le droit ou comment ça se passe? Alors, je suis juriste en cabinet d'avocat, donc dans un cabinet d'avocat qui est spécialisé en droit de l'environnement. C'est le plus gros de ce qu'on traite au sein du cabinet. Et en tant que juriste, mon but, c'est, de délivrer des conseils, uniquement aux clients, du cabinet d'avocats. Je n'ai pas la possibilité, contrairement aux avocats, de délivrer un conseil, directement aux particuliers. Je ne peux que conseiller les clients du cabinet et je suis principalement, mobilisé, pour, faire ce qu'on appelle un travail d'instruction. En gros, le client nous délivre un dossier et moi je dois éplucher le dossier, regarder les pièces et à partir des éléments qui nous sont communiqués, essayer d'apporter des premières pistes de réponse et j'en discute avec, on va dire avec, l'avocat, avec les différents avocats pour lesquels je travaille Mhm. et à la fin, on prépare un rendu final qu'on appelle la consultation juridique. Voilà. Ou alors on peut même aussi rédiger des écrits de procédure, par exemple des mémoires ou même des requêtes. Mhm. Un peu, un peu comme a fait la Quadrature du Net. Voilà. Exactement. Et du coup, juste pour savoir, ta chaîne, elle s'adresse à quel public? Alors, en termes de j'ai pas tellement, disons, de public cible. C'est plus pour tout le monde. C'est plus pour toute personne qui a envie de se renseigner, que l'on soit initié ou non. Une personne qui n'a pas nécessairement de connaissances juridiques, au moins, elle pourra savoir que tel projet de loi actuellement en discussion prévoit telle mesure. Ou que telle décision qui a été rendue par le Conseil d'État, ça a eu telle conséquence et ça concernait telle association, telle société, etc. Et pour un praticien, donc pour une personne qui est professionnelle du droit, ma chaîne, elle peut avoir un intérêt qui est certes limité, mais un intérêt quand même, c'est que la personne peut avoir un premier bout d'information et se dire ah ben tiens, il y a tel projet de loi, il dit ça, ça m'intéresse, je vais creuser et du coup je vais aller jeter un œil dans la description de la vidéo pour en savoir plus et pour préparer un article de blog ou alors faire un commentaire sur la décision ou sur le texte de loi. Mhm. Voilà. Donc, tu es une sorte de journaliste citoyen ou tu te vois comme un média à part entière? Comment tu te vois toi-même? Alors, à mon échelle, au début, bon, comme on avait discuté un peu avant tous les deux, je me disais un peu automédia, donc plutôt certes un média citoyen, parce que disons que je suis tout seul à faire tout ça. Donc je pense que c'est plus un citoyen qui fait de l'information plutôt qu'un gros média. Mhm. Pour revenir à la vidéo que j'avais fait la dernière fois, on avait parlé
de la loi renseignement de 2015 qui posait les fondements des règles appliquées pour le renseignement en France. Et j'avais raconté que la Quadrature du Net avait attaqué au Conseil d'État dans une question prioritaire de constitutionnalité la loi. En particulier, elle s'attaquait à une partie de la loi qui était l'article 863.2 sur le partage des données de renseignement avec les autres services, car en fait, les données de renseignement étaient centralisées et certains services qui normalement ne devraient pas y avoir accès pouvaient avoir accès. C'est une procédure qui est en cours. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est en fait une question prioritaire de constitutionnalité, pour ceux qui ne connaîtraient pas bien? Alors, pour vous expliquer brièvement et de manière très schématique ce qu'est une question prioritaire de constitutionnalité, c'est une procédure qui a été créée en 2008. Après sa mise en œuvre effective, ça s'est fait dans les années 2010. C'est à partir de ces années-là qu'on a commencé à avoir les premières questions prioritaires de constitutionnalité. Et le but de ce mécanisme, c'est de contester, si vous préférez, des dispositions de la loi qui seraient contraires à la Constitution. Bien sûr, ce mécanisme, il fonctionne de la manière suivante, c'est-à-dire vous êtes dans un procès, admettons, vous êtes devant le tribunal administratif, vous contestez une décision de l'administration, vous essayez d'en demander l'annulation, d'en demander la suppression, pour le dire plus grossièrement. Sauf que cette décision de l'administration, vous vous rendez compte qu'elle repose sur un texte de loi qui est contraire à la Constitution. Et du coup, comme le tribunal administratif n'a pas le pouvoir d'annuler directement la loi, eh ben, le seul moyen de faire sauter cette, on va dire, cette loi ou cet article de loi, en général ce sont des articles de loi, si vous voulez faire sauter cet article de loi, pour faire sauter la décision de l'administration, vous êtes obligé de passer par ce mécanisme de question prioritaire de constitutionnalité. Et du coup, lorsque vous décidez de mettre en œuvre ce mécanisme, vous rédigez un écrit, on appelle ça un mémoire, et dans ce mémoire, vous allez développer vos arguments pour démontrer en quoi le texte est contraire à la Constitution. Ok. Et ça, ce document, vous le déposez devant le tribunal administratif. Bien sûr, il y a d'autres conditions à remplir pour pouvoir engager cette question prioritaire de constitutionnalité. Il ne faut pas que l'article de loi ait déjà été déclaré conforme à la Constitution. Il faut que l'article de loi s'applique au litige. C'est-à-dire que, pour vous le faire très schématiquement, il faut que cet article de loi constitue le fondement de la décision de l'administration. Si vous décidez de contester un article de loi et que cet article de loi ne constitue pas le fondement de la décision de l'administration que vous contestez, eh ben, malheureusement, vous ne pourrez pas demander au juge à ce que cet article de loi fasse l'objet d'une abrogation, en fait. Ça veut dire qu'on aura normalement la réponse bientôt, puisque si c'est une question prioritaire, j'imagine qu'il y a une question de délai là-dedans, ou comment ça se passe? Avant d'aborder les délais, il faut que je vous explique qu'une fois que le tribunal administratif a reçu le mémoire, il va vérifier si les conditions, qu'on appelle conditions de recevabilité, sont remplies. Si elles sont remplies, le tribunal administratif va transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État, et le Conseil d'État, à son tour, va vérifier si ces conditions sont remplies. Et si ces conditions sont remplies, là, la question prioritaire de constitutionnalité arrive devant le Conseil constitutionnel. Ok. Et une fois que le Conseil constitutionnel s'est vu transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, c'est 3 mois à compter de sa saisine. En fait, lorsque le Conseil constitutionnel reçoit, on va dire, le mémoire de question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a 3 mois pour rendre sa décision. Voilà. Concernant le Conseil constitutionnel, donc j'ai compris que le Conseil d'État était vraiment important là-dedans. Je me souviens qu'il y avait il y a beaucoup de choses qui se passent dans le domaine du renseignement. La Quadrature avait aussi saisi
le Conseil d'État concernant la conservation des données de connexion. Je me souviens, je crois que tu avais fait une vidéo aussi là-dessus, sur, la conservation des Oui. des données, l'IP, la localisation et cetera. Qu'est-ce que tu peux nous dire, là-dessus? Alors, je pense que je vais faire un truc très simple. On va repartir du communiqué de presse qui a été rendu par le Conseil d'État. On va pas rentrer dans le détail de la décision, sinon ce serait beaucoup trop long. Mmh. Du coup, ce qui a été évoqué en fait dans cette décision, c'était la question de la conformité de l'ensemble de la réglementation autour de la conservation on va dire des données par les opérateurs de télécommunications. Ouais. En fait, les opérateurs de télécommunications ont une obligation générale de conserver les données et c'est dans un but de préserver l'ordre public. C'est dans un but de sécurité, en fait. En général, c'est utilisé à des fins de lutte contre le terrorisme. Et le Conseil d'État avait été justement saisi de cette question pour savoir si effectivement il y avait, on va dire, une absence de conformité, une violation du droit de l'Union européenne par ce cadre juridique. Et de mémoire, alors j'essaie de retrouver désespérément le communiqué. Alors, Que la Quadrature avait dit, c'est que, en gros, le Conseil d'État, autorisait la conservation généralisée des données de connexion en dehors des situations exceptionnelles de l'état d'urgence sécuritaire, contrairement à ce qu'exigeait, hein, la Cour de justice européenne. Donc en fait, ils ont réinterprété la notion de sécurité nationale pour l'étendre au-delà de la lutte contre le terrorisme. Et c'était ce qui, je crois, faisait dire à la Quadrature qu'ils étaient très déçus de cette décision et que c'était malheureusement une décision sécuritaire de plus. effectivement, là je relis le communiqué que effectivement le Conseil d'État juge que effectivement la conservation généralisée des données, elle est aujourd'hui justifiée par la menace existante pour la sécurité nationale. En fait, c'est au nom de la sécurité nationale que la conservation généralisée des données, elle est justifiée en fait. Hmm. Voilà. Après, il me semble, alors je relève aussi un autre élément dans le communiqué de presse, il est indiqué, il relève également que la possibilité d'accéder à ces données pour la lutte contre la criminalité grave permet à ce jour de garantir les exigences constitutionnelles donc de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions pénales. Donc du coup, ça c'est pour dire que c'est pas uniquement pour des questions de sécurité nationale, mais ça permet aussi de lutter contre de la criminalité grave. Et je pense que dedans, il n'y a peut-être pas que le terrorisme qui est inclus dedans. Le terrorisme, je pense que ce n'est qu'un type, si je puis dire, de criminalité, de criminalité grave. Après, je n'ai pas les compétences pour vous dire concrètement qu'est-ce qui relèverait justement de cette criminalité grave. Est-ce que par exemple on pourrait y intégrer la bande organisée ou alors du trafic de stupéfiants à grande échelle là-dessus. Là-dessus, malheureusement, je n'ai pas les éléments. Pour moi, atteinte à l'ordre public, c'est assez vague comme notion, donc je sais pas, est-ce que par exemple les violences des gilets jaunes, ça peut être considéré comme de l'atteinte à l'ordre public? C'est une des questions qui revient beaucoup avec la Quadrature sur la surveillance, notamment des militants. Alors oui, parce que dans l'ordre, parce que le but de préserver l'ordre public, en fait, c'est pas nécessairement lié à préserver la sécurité, ça peut être aussi préserver la tranquillité. On appelle ça la tranquillité publique. Et bon, après, il y a quand même, parce que malheureusement, bon, du côté des Gilets jaunes, il y a pu y avoir des débordements. Et du coup, à partir du moment où il y a des débordements dans les manifestations, il y a des enjeux qui sont liés à la sécurité. Donc du coup, on rentre nécessairement dans un risque d'atteinte à l'ordre public. Après, bien sûr, c'est tout le problème de trouver cet équilibre entre l'exercice de la liberté de manifestation,
mais de l'autre côté, essayer de préserver la sécurité, la sécurité des administrés et des personnes qui ne manifestent pas, quoi. Ou voire même peut-être aussi la sécurité même des manifestants, parce qu'il y a des personnes qui veulent faire la manifestation de manière pacifique, alors que de l'autre côté, il y a des personnes qui sont plus dans une logique de manifestation qui est radicale. Après, encore une fois, là, le but de la vidéo, c'est pas non plus de faire un débat sur est-ce que c'est pertinent de passer par la manifestation radicale ou est-ce que c'est plus pertinent de passer par la manifestation pacifique. On pourrait faire un débat pendant des heures et de toute façon, là c'est à chacun en quelque sorte de faire son choix et d'assumer les conséquences qu'il y a derrière, quoi. Voilà. Et moi, j'avais encore une question, parce que du coup, on voit que des mesures qui sont normalement prises pour des mesures d'exception, c'est-à-dire pour l'état d'urgence terroriste à la base, entrent ensuite petit à petit dans le droit commun. Est-ce que c'est quelque chose de courant, ou comment ça se passe? Est-ce qu'on peut attaquer du coup le fait qu'il y ait des mesures qui aient été prévues à la base seulement pour des mesures d'exception, mais qui à la fin rentrent dans le droit commun? Alors, d'un point de vue constitutionnel, il y aurait possibilité, puisque de toute façon, les atteintes aux droits et libertés qui sont garantis par la Constitution, les atteintes, il ne faut pas qu'elles soient, comme dit le Conseil constitutionnel, manifestement disproportionnées. En fait, il faut que les atteintes aux libertés déjà permettent d'atteindre l'objectif, et il faut aussi que cette atteinte à la liberté soit dosée. Donc du coup, si on se rend compte que le fait de mettre dans le droit commun ces dispositions, ça constitue une atteinte qui est beaucoup trop importante aux libertés, là effectivement, là il y aura un débat. Il y aura un débat, il y aura peut-être possibilité de contester, on va dire, ces dispositions par le biais de la question prioritaire de constitutionnalité. Je pense qu'on pourrait... on va prendre un exemple très, très concret. Si vous faites par exemple l'objet d'une mesure de surveillance, dans le jargon, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, on appelle ça les MICAS. Si, admettons, vous souhaitez... Ouais, c'est un acronyme, alors il faudrait que je retrouve le nom exact. Ah oui, je l'ai là. C'est Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance. Un sacré acronyme. Voilà, c'est ça. C'est ça, et exactement. Je vois que tu suis bien, et c'est très bien. Alors, et du l'idée, c'est que si vous faites l'objet d'une MICAS, et que vous essayez de contester cette mesure devant le juge, vous aurez la possibilité d'introduire une question prioritaire de constitutionnalité dans le but de contester la réglementation, du moins les dispositions législatives qui encadrent les MICAS. Voilà, c'est une première porte d'entrée. Après, encore une fois, c'est sous réserve que le Conseil constitutionnel n'ait pas déjà déclaré conforme ces dispositions législatives à la Constitution, et c'est aussi sous réserve que vous fassiez l'objet d'une MICAS. Si vous ne faites pas l'objet d'une MICAS et que vous décidez de, je sais pas, dans n'importe quel procès, de dire « Ah tiens, j'ai envie de contester les lois », on va dire la loi qui encadre les MICAS, vous ne pourrez pas, parce que malheureusement, la loi sur les MICAS n'est pas applicable à votre litige. Voilà. Là-dessus, malheureusement, c'est une des conditions qu'il faut respecter pour pouvoir engager cette question prioritaire de constitutionnalité. Alors, pour avancer un peu, j'ai aussi vu que sur ta chaîne, il y avait un nouveau projet de loi renseignement. J'ai vu ça passer sur ta chaîne. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce qui se passe en ce moment sur ce nouveau projet de loi? Alors, du coup, on a l'article 7 qui encadre les conditions dans lesquelles les services de renseignement peuvent exploiter les renseignements qu'ils ont obtenus pour une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil. Premier point sur cet article. Et il détermine aussi les conditions dans lesquelles les services de renseignement peuvent se transmettre les renseignements qu'ils ont collectés en utilisant des techniques de renseignement. Bon, juste pour vous donner des exemples de techniques de renseignement, ça peut être des écoutes, par exemple.
Ça Mmh. peut être, ça peut être des écoutes, donc les écoutes téléphoniques, des captations d'images dans un lieu privé ou alors des captations de données informatiques. Voilà. Donc c'est assez vaste au final, ça Heu, veut dire, sans doute, capter, donc l'audio, la vidéo, du téléphone ou des échanges Skype par exemple, j'imagine? oui, à mon avis, il y a pas de limite, je pense, par rapport, je pense que c'est tout type d'écoute, à mon avis. Mmh. Tout type d'écoute. Encore une fois, c'est que mon avis, mais je pen ça pour moi, ça me paraît très bizarre qu'il y ait comme ça, des cas où tu peux pas écouter parce que c'est sur tel logiciel et cetera. Mmh. Après, tu veux peut-être qu'on poursuive un peu, l'article, Ouais, on on va peut dire faire ce ça, que ouais. prévoit, Ouais. le projet de loi? Donc du coup, dans ce même article, il prévoit aussi que lorsqu'un service de renseignement obtient on va dire des renseignements qui sont utiles, à la poursuite d'une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil, ce service de renseignement, il peut les transcrire, les extraire, pour le seul exercice, de ses missions. Donc ça, c'est ce que prévoit toujours cet article. Après, il y a un autre élément, il y a un autre point à souligner, c'est que les renseignements qui sont collectés, extraits ou transcrits, ils peuvent être transmis du coup à d'autres services de renseignement, si cette transmission est strictement nécessaire à l'exercice des missions du service destinataire. Donc là, en fait, on voit, il y a un minimum de garantie, c'est-à-dire on ne peut pas utiliser les données comme on veut en fait. Il faut vraiment que les données qui sont utilisées s'inscrivent dans les missions des services de renseignement. Après, comme on a pu le voir, il y a différents types de services de renseignement. Donc il est possible que, admettons, la DGSE récolte des renseignements et que elle se rend compte, bah tiens, il y a peut-être des renseignements qui pourraient intéresser un autre service. Bah écoute, qu'à cela ne tienne, on va les transmettre. On va les transmettre. Et je pense que c'est encore une fois, ici le but de cet article, c'est de faciliter en fait la transmission on va dire des différents renseignements entre les services en fait. Voilà, avec quelques garanties qui figurent dans la loi, puisque notamment cette transmission de renseignements, elle devra être subordonnée à l'autorisation du Premier ministre. Et Mmh. il y aura aussi un avis donc d'une autorité administrative indépendante qui s'appelle la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Donc c'est l'acronyme CNCTR, donc si je le prononce pas mal, espérons. Donc du coup, on a tout un régime d'autorisation qui est mis en place. Notamment lorsque la transmission compte. Donc du coup, là c'est exposé dans l'extrait des motifs du projet de loi. Mmh. Donc ce régime, il va s'appliquer lorsque la transmission concerne des renseignements à l'état brut et ces renseignements poursuivent une finalité qui sont différentes de celle qui en a justifié le recueil. Donc encore une fois, c'est ce qu'on vous dit. C'est ce que je vous ai dit, c'est ce que je vous disais au début. Admettons, la DGSE recueille des renseignements qui intéressent ses missions et elle se rend compte qu'il y a d'autres renseignements qui pourraient intéresser d'autres services. Elle pourra les transférer on va dire, à l'autre service sous réserve d'obtenir une autorisation de la part du Premier ministre et aussi avec en parallèle un avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. C'est la première hypothèse où l'autorisation serait exigée. Et il y en a une autre, c'est lorsque cette transmission concerne des renseignements et qu'ils ont été recueillis par la mise en œuvre d'une technique à laquelle le service de renseignement destinataire n'aurait pu recourir au titre de la finalité motivant la transmission. En fait, là, pour vous le traduire concrètement, la DGSE, elle a des renseignements bruts, des extraits ou des transcriptions de renseignements qui ont été obtenus à la suite, je sais pas, d'une écoute Mmh. ou même par d'autres techniques. Et le but, c'est de transmettre justement à un autre service, parce que ce service n'aurait pas eu la capacité de recueillir lui-même ce type de renseignements,
puisqu'il irait au-delà de ses missions, au-delà de sa compétence. Voilà, Ok. Alors, je vais revenir à ce que la bien Quadrature du sûr. Net disait, qui soulignait, c'est qu'il y avait maintenant la possibilité de la perquisition administrative du matériel informatique. La police ou les services de renseignement auraient la possibilité d'exiger l'accès sur place au matériel informatique des personnes perquisitionnées. Et si la personne refuse, eh ben, le matériel pourrait être saisi. Ce qui peut poser parfois des questions, notamment si c'est du matériel qui est utilisé pour des personnes pour pouvoir travailler par exemple. Ou même qui peut contenir des données qui sont ultra sensibles, comme on peut l'imaginer. Il mentionne aussi les services sociaux comme auxiliaires de renseignement. Ils disent qu'on ne pourra plus invoquer le secret professionnel pour exiger des données confidentielles d'organismes sociaux comme la CAF par exemple. Et il mentionne aussi, du coup, ce que tu disais avant, le partage de renseignements entre services, et la conservation des données, conservation qui serait étendue pour des motifs de recherche et de développement. Jusqu'à 5 ans. Donc 5 ans, ça fait long quand même pour des données sensibles qui soient conservées. Après, pour ce point par rapport au développement, il y a quand même un point, c'est toujours bon à souligner. Après, Mhm. reste à voir si les services de renseignement vont respecter ça. Les données sensibles qui sont collectées, elles ne doivent servir qu'au développement. Alors, en fait, oui, c'est indiqué, en fait, la conservation des, on va dire, des données de renseignement au-delà de la durée normalement applicable. Elle sera strictement nécessaire à ces travaux de recherche et de développement et à l'exclusion de toute utilisation pour la surveillance des personnes concernées. Mhm. Voilà. Et en plus, il y a aussi une autre condition, c'est sous réserve aussi que ces renseignements soient expurgés des motifs et des finalités ayant justifié leur recueil et, et qu'elles soient conservées dans des conditions ne permettant pas de rechercher l'identité des personnes concernées. En gros, on essaie de mettre des... comment on appelle ça? Donc là, je vais vous afficher les différents extraits. Voilà, donc là, l'extrait là pour l'identité, on va dire pour le fait qu'on essaie de faire en sorte que les données qui sont conservées ne permettent pas d'identifier les personnes en fait. Je pense que si on devait retenir une chose, c'est le développement et rien que le développement et pas de surveillance. Voilà, Mhm. c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Mais du coup, et là c'est ce que mentionne la Quadrature dans l'article que j'ai affiché à l'écran. La Quadrature mentionne que c'est du coup ce recherche et développement, en fait, ça veut dire des finalités pour pouvoir développer en fait les algorithmes d'analyse des données en fait. Et ça, c'était une grosse question que la Quadrature posait, c'était sur ces algorithmes et le fait que du coup chaque citoyen devienne potentiellement un terroriste ou disons une personne à surveiller quoi. Puisqu'on sait qu'il y a des algorithmes en fait qui analysent du coup les données sur Internet quoi. Donc IP ou les connexions entre personnes, etc. À quoi je fais référence, en fait, ce sont les données techniques de connexion au moyen d'un appareil de type IMSI Catchers. Hmm. Et dans le motif du projet de loi, c'est pour permettre l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés. Hmm. Ouais, ça c'est des dispositifs qui Donc, permettent, par exemple, de localiser quand des personnes appellent par téléphone portable, en utilisant du coup ouais, bah ces IMSI catchers. ouais, c'est l'article 10 du projet de loi, en fait. Et du coup, Et il est aussi indiqué que parmi la liste des techniques de... Excuse-moi de te couper, pas de mais soucis. juste pour la liste des techniques de renseignement, ils vont rajouter en fait le recueil ou la captation de données par l'accès direct au support informatique concerné ou par les réseaux des opérateurs de communication électronique dans le cadre de la coopération avec ces mêmes opérateurs. En fait, de ce que je comprends, les opérateurs de communication électronique qui collaborent avec les services de renseignement, et là, ils vont rajouter dans le cadre de leur coopération, ils vont rajouter cette technique de renseignement, à savoir le recueil ou la captation de données par l'accès direct au support informatique. Ou directement.
par les réseaux de l'opérateur, en fait. C'est quand même ça un point assez incroyable sur la confiance que l'on peut avoir en fait envers les acteurs privés. Parce qu'on avait déjà vu ça lors des révélations d'Edward Snowden avec la NSA, que la NSA avait collaboré avec les grosses entreprises comme Google et Facebook pour capter directement les données privées des citoyens. Et là en fait c'est un peu le même principe où du coup ça veut dire que l'État collaborerait par exemple avec Orange ou avec WhatsApp ou avec Facebook pour pouvoir accéder directement aux données qui normalement sont des données qui sont du coup personnelles. Oui, oui, là, clairement, il y a toute une question, effectivement, ça, c'est évident, autour de la vie privée et le fait que les services des renseignements peuvent collaborer avec les opérateurs. Alors moi, je vais juste finir par ce que disait la Quadrature du Net à propos de cette nouvelle loi renseignement. Ils disaient, eux, que les implications sont complexes et graves car la protection offerte par les messageries chiffrées, comme Signal par exemple, est remise en cause par le fait qu'ils pourraient en fait directement travailler avec Signal pour pirater les données utilisateurs par exemple. Donc voilà, c'était la conclusion de la Quadrature sur ce point-là. Avant de terminer, qu'on termine cette émission, je voulais te demander, est-ce que tu as d'autres choses que tu veux ajouter? Et aussi, je voulais te demander, est-ce que tu connais d'autres chaînes citoyennes qui proposent du contenu que tu recommanderais aussi à nos spectateurs? Je vous rappelle que d'ici quelques mois, la question prioritaire de constitutionnalité, elle sera rendue sur l'article qui concerne le code de la sécurité intérieure. Et de mémoire, je crois que c'est il y a peut-être une ou 2 semaines que, on va dire que la question prioritaire a été transmise au Conseil constitutionnel. Et si la question prioritaire de constitutionnalité a été transmise par le Conseil d'État au Conseil constitutionnel, ça veut dire quand même qu'il y a un sujet. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a tout un débat. Et pour en avoir discuté avec toi, apparemment, il y aurait un débat sur le fait que le législateur, donc le Parlement, nos députés, nos sénateurs, n'aurait pas suffisamment précisé on va dire les dispositions du Code de la sécurité intérieure et qu'il aurait et que le Parlement aurait laissé le soin au gouvernement de le faire, alors que c'était au Parlement de le faire. En gros, si vous préférez, dans le jargon juridique, on appelle ça une incompétence négative. C'est-à-dire que concrètement, le Parlement aurait dû, par une loi, préciser les dispositions du Code de la sécurité intérieure et ne pas laisser le soin au gouvernement de le faire. Voilà. Ouais, c'est ce qu'ils Encore avaient une fois, précisé. Ils avaient dit qu'ils préciseraient du coup les conditions d'échange des données par un décret, et il n'y avait jamais eu de décret en fait. C'était. Alors, le fait qu'il n'y ait pas de décret, ça pose, on va dire, ça a pour conséquence que la loi ne peut pas être, on va dire, ne peut pas s'exécuter. C'est-à-dire s'il n'y a pas de décret et que la loi prévoit qu'il faut des dispositions réglementaires, sans ces dispositions réglementaires, la loi elle peut pas être appliquée. Et c'est quelque chose quand même c'est pas quelque chose d'anodin. Le fait qu'il y ait des lois qui prévoient justement l'adoption d'un décret et que on attend que le décret soit pondu. Je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, un décret, c'est une décision qui est prise par le Premier ministre. Voilà. Et c'est dans ces décrets que vous avez, on va dire, c'est littéralement une modalité de mise en œuvre de la loi, au même titre que les arrêtés qui sont pris par les ministres. Voilà. Que ce soit le ministre de la Santé, ministre de l'Intérieur, etc. Ok, écoute, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je te remercie vraiment d'avoir été avec moi aujourd'hui. Attends, peut-être avant de partir, il faut présenter on va dire, une chaîne de vidéastes citoyennes. Avec plaisir. Quand même, il faut pas l'oublier. Je vous propose quand même du coup d'aller jeter un œil sur la chaîne de Moi Citoyen Lambda, qui effectue une veille de l'activité de nos parlementaires, principalement des députés. Du coup, soit ils rediffusent des extraits on va dire, de prise de parole des députés, soit, là c'est un nouveau format qu'il essaie de mettre en place,
il pose des questions à une députée ou un député, et ce député répond aux différentes questions. Et à la fin de la vidéo, ben moi, citoyen lambda, n'hésite pas à donner son avis sur les réponses qui lui ont été données. Notamment, il avait sorti une vidéo où il avait interrogé une députée. Et cette députée avait donné des réponses. De mémoire, je pense que c'était sur le pass sanitaire. Ah, là, j'ai affiché sa chaîne YouTube. C'est la vidéo qui est tout à gauche. Et il est question. Alors, je pense que c'était pas le pass sanitaire, c'est la question des brevets. Brevets vaccins. Voilà. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est un nouveau format qu'il tente de mettre en place et j'espère qu'il va le pérenniser. Voilà. Merci à toi, Vulgadroit, et je vous dis à tous à la prochaine. Ciao. Ciao!